Bras de fer russo-américain autour de l'Ukraine. Washington promet des représailles en cas d'agression. Moscou dénonce une hystérie occidentale dangereuse. Après le Royaume-Uni, la France annonce à son tour l'allègement prochain des restrictions sanitaires liées au Covid-19, malgré des taux de contamination toujours très élevés. Les recommandations des panels de citoyens débattus en plénière lors de la 3e séance de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Russie de retirer ses troupes massées à la frontière ukrainienne. Anthony Blinken et son homologue russe ont convenu de se revoir la semaine prochaine. À l'issue de leur rencontre ce vendredi à Genève, le diplomate russe a dit ne pas savoir si les pourparlers étaient sur la bonne voie. Jamais et nulle part un représentant officiel russe n'a menacé le peuple ukrainien. Toute cette hystérie mise en avant par nos collègues occidentaux ne peut avoir d'autre objectif que de provoquer des actions militaires ukrainiennes dans le Donbass ou bien, au minimum, de couvrir le régime de Kiev qui cherche à saboter les accords de Minsk. Je ne vois pas d'autre explication. De son côté, Anthony Blinken a prévenu que la Russie aurait à essuyer des représailles en cas d'agression contre son voisin. Nous savons également d'expérience que les stratégies d'agression de la Russie sont diverses et dépassent les actions militaires. Cela va des cyberattaques aux tactiques paramilitaires et à d'autres moyens de faire avancer ses intérêts de manière agressive mais sans recourir ouvertement à l'action militaire. Ces types d'agressions russes feront l'objet d'une réponse décisive, calibrée et, je le répète, unifiée. Les pourparlers de vendredi à Genève se sont déroulés au moment où les services de renseignement ukrainiens accusaient Moscou de continuer de renforcer les capacités de combat des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Depuis 2014, le conflit en Ukraine a fait plus de 13 000 morts. Le pass vaccinal contre le Covid-19 entrera en vigueur lundi prochain pour les Français de plus de 16 ans. Dans le même temps, l'allègement des restrictions a été annoncé. Fini les jauges dans les lieux accueillants du public, l'obligation du télétravail et surtout l'exigence du port du masque en extérieur à compter du 2 février. Tant que je constate autour de moi que tout n'est pas réglé, je garderai le masque. Je ne l'ai jamais porté en extérieur. Respirer de l'air, voir l'expression des gens sur leur visage, c'est quand même autre chose, quoi. Dernière étape de la levée des restrictions, le 16 février, la consommation debout dans les bars sera de nouveau autorisée et les discothèques pourront rouvrir. Le pays continue pourtant de battre des records de contamination, mais si la pression reste forte sur les hôpitaux, le nombre de nouvelles admissions en service de soins critiques est lui à la baisse. Même scénario en Espagne, la Catalogne a décidé d'alléger ses restrictions malgré un taux d'infection toujours élevé. À compter de ce vendredi, le couvre-feu en vigueur sera notamment levé. Des milliers de bénévoles à travers la France sont allés jeudi soir à la rencontre des sans-abri pour la nuit de la solidarité. Des dizaines de villes telles que Marseille, Lyon et Bordeaux ont participé cette année à cette opération inspirée d'une expérience new-yorkaise qui avait été reprise en France pour la première fois à Paris en 2018. Des bénévoles et des fonctionnaires marseillais ont fait le tour des rues pour recenser le nombre des sans domicile fixe et surtout identifier leurs besoins. On leur demande un petit peu au niveau de la santé, comment ils vont, et on les oriente vers des structures s'il y a besoin. On leur demande depuis combien de temps elles sont dans la rue, si elles savent où aller, concernant tout ce qui est problème pour se doucher, pour se loger, éventuellement se loger une nuit, être chaud, boire, manger, ce genre de choses. Selon les dernières statistiques de 2017, à Marseille, le taux de pauvreté est de 26% et dépasse 50% dans certains quartiers. Mais les associations affirment que la pandémie a aggravé la précarité. Nous, ils nous ont oubliés, ça fait longtemps. Ils nous ont oubliés. Ils ne pensent pas aux gens. Et les appartements, ils sont vides. Il y a des anges, il y a des femmes comme ça et des gens comme vous. Il y a des gens bien. Eux, ils aident. Et nous, on s'accroche, on est accrochés à eux.
Selon la dernière enquête de l'INSEE qui date de 2012, il y aurait environ 140 000 personnes sans domicile fixe en France. Mais la Fondation Abbé Pierre affirme que ce chiffre a doublé jusqu'en 2020. Nouvelle condamnation pour Claude Guéant, déjà incarcéré depuis mi-décembre dans un autre dossier. L'ancien ministre de l'Intérieur français de Nicolas Sarkozy écope d'1 an de prison, dont 8 mois ferme dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Il a été reconnu coupable de favoritisme pour des millions d'euros dépensés en conseil et en sondage pour la présidence entre 2007 et 2012. L'ex-secrétaire général de l'Élysée a annoncé qu'il ferait appel. Airbus annule la commande de Qatar Airways portant sur 50 A321 Neo. L'annulation du contrat intervient au moment où une partie des A350 de la compagnie qatari est clouée au sol en raison de déformation du fuselage des appareils. Qatar Airways réclame des indemnités, refuse de prendre livraison de plusieurs A350 supplémentaires et Airbus fait valoir ce refus pour annuler le contrat des A321 Neo. Le rocker vedette Meat Loaf est décédé à l'âge de 74 ans ce jeudi. Né au Texas, l'artiste récompensé d'un Grammy a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Le chanteur s'est aussi fait connaître au cinéma, notamment pour son rôle dans Fight Club de David Fincher. Il aura joué dans plus de 65 films tout au long de sa carrière. Donner aux citoyens la possibilité de participer à la conception de l'avenir de l'Union européenne. Tel est l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se terminera au printemps. Ce vendredi, 2 groupes de panélistes se sont réunis à Strasbourg. Les citoyens ont été choisis au hasard en respectant certains critères pour s'assurer que tous les âges et groupes socio-économiques, mais aussi toutes les nationalités de l'UE soient représentés. C'est une très belle initiative à 2 égards. Elle rapproche l'Europe des citoyens et les citoyens se sentent beaucoup plus impliqués dans ce qui est un processus politique, un processus démocratique. Je veux dire que grâce à cet événement, j'ai pu comprendre les difficultés de la politique et les besoins d'une approche démocratique. The difficulties of politics and the needs for a democratic approach. Les participants ont discuté de thèmes tels que la démocratie, les valeurs et les droits, mais aussi le changement climatique, l'environnement et la santé. Puis est venue l'heure de débattre de leurs idées avec les députés européens. J'ai assisté à certains des panels nationaux et je suis vraiment heureuse des choses qui ont été dites. C'est très révélateur et les opinions sont très intéressantes, variées. Ce qui est aussi très difficile car il n'y a pas qu'une seule opinion des citoyens néerlandais. Mais nous avons essayé d'obtenir le plus de recommandations possible. Il n'y a pas de choix au hasard, toutes les recommandations trouveront leur chemin. Les participants présenteront leurs propositions lors d'une session plénière. Elle a débuté ce vendredi et se poursuivra ce week-end, lors de laquelle ils se réuniront avec les députés européens et les commissaires. Voir les aurores boréales est l'un des spectacles les plus fascinants que peut offrir le ciel. L'apparition de ce phénomène lumineux est rare, presque irréel. Pour vivre cette expérience, il faut savoir être patient et avoir le courage de rester dehors à scruter le ciel pendant des heures, et parfois pour rien. En Russie, des passionnés qui se disent chasseurs d'aurores boréales surveillent les conditions météorologiques pour essayer de prédire quand et où exactement une aurore boréale apparaîtra. J'ai commencé à chasser les aurores boréales en 2015. Un jour, j'étais en voiture avec ma famille et j'ai vu des aurores boréales juste au-dessus de nous. On a voulu prendre des photos, mais comme il y avait les lumières de la ville, il était impossible d'obtenir de bons clichés. Pour mieux les voir, il est vivement conseillé de sortir de la ville pour s'éloigner de la pollution lumineuse. L'obscurité offre un meilleur spectacle. C'est la première fois que je vois ça. C'était mon rêve depuis plusieurs années. Les plus belles aurores boréales que j'ai pu observer étaient celles qui sont apparues en septembre et en octobre. C'était au nord de Saint-Pétersbourg, près du lac Ladoga. En Russie, la meilleure période pour observer les aurores boréales s'étend de mi-septembre à mi-mars. Ce phénomène lumineux qui survient principalement dans les régions proches des pôles magnétiques continue de nous fasciner depuis tant d'années.